Donc, on va revenir maintenant à la présentation de M. Patrick Bonin. Il est avec nous, donc je vais, si vous pouvez terminer, oui, merci. Si Patrick pourrait peut-être se présenter à l'avant. Comme je le disais tout à l'heure, il a été à la QLPA et il est maintenant chez Greenpeace Canada depuis 3 ou 4 ans, je crois. 6 ans maintenant déjà. Le temps passe vite, Patrick. Bonsoir tout le monde, content de vous voir. J'ai dû voyager dans la tempête et je suis très content de vous voir parce que je me suis dit, va-t-il y avoir des gens avec ce temps-là? J'étais dans le noir en plus depuis près de 36 heures en manque d'électricité à la maison, fait que je compatise avec tous ceux qui vivent actuellement les mêmes situations. C'est pas agréable et on veut éviter que ce genre d'événements extrêmes se produisent de plus en plus. Et j'ai eu la chance d'assister à la présentation d'André, que je connais bien, que je salue, avec qui on est des partenaires de longue date sur le front. Et je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps, fait que je vais tenter d'être un peu plus synthétique et j'ai rapidement enlevé, même pendant la présentation d'André, quelques morceaux. Mais je ne vous ai pas gardé une acétate pour Greenpeace. Peut-être vous glisser juste un petit mot sur Greenpeace, Marc, que je remercie d'ailleurs pour l'invitation, ainsi que les organisateurs et organisatrices. Greenpeace, ça fait en effet 6 ans que je suis responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace pour Greenpeace Canada, donc je travaille au Québec, au Canada, à l'international. Et vous vous rappelez peut-être que Greenpeace, on est une organisation indépendante, ce qui veut dire qu'on n'accepte pas d'argent des gouvernements, des entreprises, des partis politiques, donc ce sont des membres qui nous permettent de vivre, de payer mon salaire, de payer le salaire de tous mes collègues au Canada et à travers la planète. Et on est dans 45 presque pays à travers la planète, donc on est l'organisation qui a cette chance de travailler à l'international, qui fait la désobéissance civile non violente aussi, donc quelques coups d'éclat. D'autres personnes comme moi sont aussi des scientifiques, donc on travaille sur plusieurs aspects pour surtout créer de la mobilisation qu'on voit au Québec, sur laquelle je vais terminer ma présentation, parce qu'on croit clairement que ça prend cette mobilisation pour y arriver. Les chantiers d'urgence et la déclaration d'urgence sont un bon exemple de ce que la mobilisation citoyenne peut faire, peut amener au niveau des municipalités, évidemment au niveau du gouvernement. Donc, André a parlé des émissions de CO2, juste vous rappeler, depuis l'industrialisation, on consomme pétrole, gaz, charbon, qui sont essentiellement responsables du réchauffement actuel qu'on vit, qu'on voit. Et André parlait tantôt rapidement, on était autour de 405-411 parties par million de CO2. C'est une concentration qu'on n'a pas vue depuis 3 à 5 millions d'années sur la planète Terre. Donc ça, c'est à garder en tête. En à peine 150 ans, on a réussi à créer ça. Et à l'époque, il y avait 10 à 20 mètres de pluie élevée au niveau du niveau de la mer. Donc la situation, elle est sérieuse, il faut agir rapidement. Surtout qu'on voit déjà ces événements extrêmes-là, André en a parlé beaucoup, je ne reviendrai pas là-dessus, mais ici au Québec aussi, les inondations, les sécheresses, les feux de forêt qu'on a eu aussi également, l'érosion, les îles de la Madeleine, etc. Donc c'est avec à peine 1 degré Celsius de réchauffement actuellement, on voit déjà des impacts. Face à cette réalité scientifique et de mobilisation, je dirais, les gouvernements ont décidé d'agir et de signer l'accord de Paris. L'accord de Paris, je vous rappelle, en 2015, c'est la première fois que l'ensemble de tous les pays des Nations Unies, les 195 pays, ont décidé de se donner des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, avec comme l'objectif ultime de limiter le réchauffement bien en dessous de 2 degrés Celsius, le plus possible à 1,5 degrés Celsius. C'est la première fois qu'on avait le 1,5 degrés Celsius comme objectif, et je vais vous montrer avec une simple acétate par la suite pourquoi c'est important, ce 1,5 versus même le 2 degrés Celsius. Avant d'y arriver, juste vous informer, malgré les engagements des pays, ce qu'ils ont dit, on va avoir un accord de Paris, limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Actuellement, les cibles des pays, donc chacun des pays se sont dotés de cibles, la Chine, le Canada, etc., nous amènerait vers un réchauffement d'environ 3 degrés Celsius. Donc si tous les pays font ce à quoi ils se sont engagés, eh bien, on s'en va quand même vers un réchauffement beaucoup plus élevé que l'accord de Paris, et c'est ce qui est inquiétant actuellement. C'est pas juste Greenpeace qui le dit, évidemment, l'ONU dit la même chose. Et quand on regarde, si vous comparez les différents pays en termes d'efforts, plus un pays est dans le rouge ou le noir,
moins les efforts sont adéquats. Ça veut dire que si tout le monde, par exemple, tous les pays agissaient comme le Canada, on se dirigerait vers un réchauffement de 4 degrés Celsius. Les États-Unis, ce serait 5 degrés Celsius presque. Donc, vous voyez que l'ensemble des pays, il y en a très peu qui font des efforts suffisants qui pourraient être considérés comme des modèles, soit ceux qui seraient dans le vert. Donc, on a vraiment un problème de manque d'ambition de la part de presque tous les pays au niveau international. Et là, arrive, en octobre dernier, le rapport du GIEC spécial sur le 1,5 degrés Celsius. Le GIEC, je vous le rappelle, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, c'est la science la plus consensuelle, la plus complète au niveau international, près de 2000 réviseurs, qui ont produit un rapport spécial pour dire c'est quoi le 1,5 degrés Celsius de l'accord de Paris? Est-ce qu'on est en voie de le respecter? Qu'est-ce que ça demande pour le respecter en termes d'efforts? Et ce serait quoi les impacts si on va au-delà de ce 1,5 degrés Celsius-là? Donc actuellement, au rythme où on voit les émissions, on se dirige vers le 1,5 degrés Celsius, selon GIEC, entre 2032 et 2050. Donc, peut-être revenir rapidement. Donc, on s'en va quand même vers un réchauffement de 1,5 degrés Celsius. Ça va être extrêmement difficile de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Par contre, l'objectif, c'est de le dépasser le moins possible, ce 1,5 degrés Celsius-là, et par la suite, réduire rapidement nos émissions, augmenter l'absorption et même revenir, si possible, sous la barre du 1,5. Concrètement, en termes... Non, je vais faire signe, en fait, je vais faire... changement de setup, je ne sais quoi, mais c'est parce que, désolé, j'ai pas de pointeur. Donc, le 1,5, qu'est-ce que ça prend au niveau international? Le GIEC nous dit qu'il faut couper les émissions de CO2 de moitié, les émissions mondiales, d'ici 2030. D'ici 10 ans, il faut couper de moitié les émissions de CO2 et il faut arriver à net zéro émission en 2050, idéalement bien avant 2050. Donc, vous voyez l'ampleur du changement de paradigme et l'ampleur des efforts drastiques qu'on doit faire. En termes de réduction de consommation, évidemment, quand on parle pétrole, gaz, charbon, les plus polluants en termes d'hydrocarbures, le charbon, il faut garder près de 2 tiers du charbon d'ici 2030 dans le sol. Le pétrole, il faut réduire de 37 % la consommation, le gaz de 13 % si on veut se donner une chance raisonnable pour le 1,5 degrés Celsius. Donc, virage rapide à faire selon la science. Prochain. Regardez ça de l'autre côté, ça veut dire également qu'il ne faut plus développer d'infrastructures pétrolière, gazière, charbonnière. Donc, plus rajouter de pipelines, plus rajouter de ports méthaniers, plus rajouter de transport de train, ne plus avoir d'élargissement d'autoroutes qui amènerait une consommation supplémentaire de pétrole. Même chose pour le gaz, pour les gazoducs, pour la distribution. Donc, ne plus ajouter d'infrastructures pétrolières, sinon on va arriver au-delà du 2 degrés Celsius parce qu'il y en a déjà trop actuellement sur la planète. Même que certains gisements d'hydrocarbures les plus polluants, je parlais du charbon, mais pensez au sable bitumineux qui arrive tout de suite en dessous, ou presque, il faut garder, en fait, on ne pourra pas tout exploiter ces hydrocarbures-là. 80% des hydrocarbures, il faut les garder sous terre, selon le GIEC, si on veut se donner une chance raisonnable, justement, d'éviter le 2 degrés Celsius. Et évidemment, ça implique qu'il y ait une transition. Des gens qui travaillent aujourd'hui, qui sont même sur les bancs d'école, dans les secteurs où ils apprennent ingénierie pétrolière, gazière ou autre, qui, clairement, n'auront plus d'emploi en 2050 si il faut qu'on soit à 100% énergie renouvelable, qu'on ne consomme plus d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, de charbon en 2050. Donc ça, c'est la réalité d'une transition aussi pour ces travailleurs-là. Donc, trouver des meilleurs emplois, s'assurer de faire la formation et de repositionner ces travailleurs-là. Le rapport du GIEC nous présente aussi, c'est quoi les différences, et là j'en ai quelques-unes, je vais les résumer rapidement, celles en bleu. C'est quoi les différences si on va vers 1,5 degrés Celsius ou si on va vers 2 degrés Celsius? Souvenez-vous de la canicule de l'été passé, on en a parlé, près de 100 morts au Québec, on va avoir le bilan final bientôt. Au niveau international, si on passe d'1,5 à 2 degrés Celsius, on parle de 400 millions de plus de personnes qui vont subir justement des périodes de canicule extrêmes. 400 millions de personnes de plus, juste pour cette petite différence-là de 0,5 degrés Celsius. Au niveau des gens qui vont être exposés justement à des risques multiples au niveau de l'eau potable, 50% plus de personnes exposées si on passe d'1,5 à 2 degrés Celsius. Vous avez compris que plus on s'en va vers le 2 degrés Celsius, plus l'augmentation des événements extrêmes est là, donc plus les impacts seront importants. Au niveau des risques pour la pauvreté, on parle de 4 fois plus de personnes qui font faire face à des risques multiples qui engendrent la pauvreté si on passe d'1,5 à 2 degrés Celsius. Donc on a ces impacts-là ici au Québec, mais au niveau international,
ils sont là, ils sont de très grande ampleur, d'où l'idée de tenter le plus possible et de tout faire pour limiter 1,5 degrés Celsius. Et si on dépasse, d'augmenter la captation, par exemple, naturelle par les forêts, par la reforestation, pour revenir par le sud sous le 1,5 degrés Celsius. Et même au niveau de ceux qui risquent d'avoir des problèmes de récolte non productive, on parle de 10 fois plus de personnes sur la planète si on passe de 1,5 à 2 degrés Celsius. Fait que gardez en tête que ça a l'air de rien, le 0,5 degrés Celsius, mais c'est énorme. Chaque fois qu'on parle même de centièmes de degré, il y a des impacts. Et une chance qu'on a Justin qui est de retour. Parlons de Justin un petit peu. André en a parlé. Je pense qu'on est pas mal dans la même lignée. Essentiellement, Justin était de retour. Était de retour à Paris. On a dit Canada est de retour, mais essentiellement, il y a quand même des petites différences entre Justin et Harper, je dirais. Au niveau de la production de pétrole, pas vraiment. Même approche un peu. La différence, c'est que Justin Trudeau arrive et lui propose des mesures de réduction de gaz à effet de serre, des investissements par exemple dans les transports collectifs, des encouragements pour les véhicules électriques, pour les énergies renouvelables, mais en même temps, il fait l'expansion de la production du pétrole et du gaz et clairement, lorsque vous regardez même selon la commissaire à l'environnement et au développement durable, encore une fois la semaine passée, elle avait son rapport, mais le Canada n'est pas en voie de respecter l'accord de Paris. L'accord de Paris, qu'est-ce que c'est? C'est une cible aussi pour le Canada. Le Canada a comme objectif de réduire de 30% les émissions en 2030. Eh bien ça, c'est la même cible que le gouvernement Harper avait. Donc Trudeau a pris la même cible qu'Harper. Évidemment, Harper n'avait rien à voir avec la science. Trudeau reconnaît la science, Harper ne la reconnaissait pas. Mais clairement, on se trouve à avoir un gouvernement qui en fait davantage que les conservateurs, qui, si vous regardez, ils ne proposent absolument rien encore, les conservateurs, mais qui clairement n'en fait pas assez et a des incohérences et défait d'une main ce qu'il dit construire de l'autre. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça c'est le jugement de Greenpeace. Quand vous regardez, ça c'est le plan du gouvernement. Pour atteindre la cible de 2030, eh bien, le gouvernement actuellement a un trou, un manque à gagner de 79 millions de tonnes par année dans son plan. Ça veut dire qu'il y a 79 millions de tonnes de réduction de gaz à effet de serre qui ne sont pas identifiées. Donc, on va manquer notre cible de 79 millions de tonnes en 2030. Ça veut dire quoi, 79 millions de tonnes? Bien, c'est l'équivalent des émissions de la province de Québec au complet. Donc, vous voyez l'ampleur du trou que M. Trudeau a dans son plan d'action. Vous mettez ça en termes de véhicules, de manière grossière, c'est à peu près l'équivalent en pollution de 20 millions de véhicules. Donc, il y a énormément de travail à faire au niveau du fédéral pour arriver à respecter la cible du gouvernement Harper, qui n'a rien à voir avec la science. Je vous disais, ça vise un moins 30% à peu près d'ici 2030. La science nous dit qu'on doit couper de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030. Donc, c'est beaucoup plus ambitieux que la cible d'Harper, que la cible de Trudeau, et on n'a même pas de plan pour atteindre ces cibles-là actuellement. Si vous regardez le portrait canadien, le plus gros secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre depuis les 2, 3, voire peut-être 4 dernières années, c'est le secteur pétrolier-gazier qui est en termes d'émissions plus élevé que le secteur des transports. Les deux sont problématiques, clairement, en fait, tous les secteurs sont problématiques, il faut réduire dans tous les secteurs, mais la plus grosse augmentation au Canada, c'est dans le secteur pétrolier-gazier, et c'est le principal secteur, c'est la raison pourquoi, entre autres, on risque on va manquer nos cibles si on le fait. Et mettez ça d'une autre manière, regardez les différences entre les provinces entre 1990 et 2012, bien, vous voyez que l'Alberta a une augmentation des gaz à effet de serre de 73%, alors que d'autres provinces ont réduit leurs émissions, pas suffisamment évidemment, mais quand même, c'est assez facile de comprendre que le problème vient beaucoup de cette augmentation des émissions dans les provinces productrices de pétrole et de gaz. Et le problème aussi, c'est qu'actuellement, le gouvernement fédéral, ainsi que l'Alberta, entre autres, et la Saskatchewan, vise même à augmenter encore cette production de pétrole des sables bitumineux, qui a plus qu'augmenté de 300% depuis 1990, et veulent encore augmenter de près de 40% d'ici 2030. Évidemment, si vous augmentez le principal problème environnemental au Canada, bien, on se trouve à avoir un problème parce qu'il faudrait que tous les autres secteurs réduisent leurs émissions, ce qui est complètement irréaliste. Et surtout que quand on regarde la science, on nous dit que 85% du pétrole des sables bitumineux doit rester dans le sol si on veut garder la température sous les 2 degrés Celsius. Gardez en tête que 2 degrés Celsius, la science nous dit, au-delà de ça, 2 degrés, c'est une augmentation des événements climatiques extrêmes.
Donc, il faut vraiment rester le plus loin possible de cette barre du 2 degrés. Et le 2 degrés, ça nous exige que 85% des réserves de pétrole de sable bitumineux restent dans le sol. Actuellement, M. Trudeau a approuvé ou appuyé 3 gros projets de pipelines de sable bitumineux. Il faut comprendre que pour faire l'expansion de la production des sables bitumineux, ça prend des pipelines. C'est le moyen de sortir beaucoup de pétrole, de l'exporter, de le transporter pour peu cher pour les entreprises. Et là, regardez 3 projets, un Keystone XL, un projet aux États-Unis, Kinder Morgan qui s'appelle maintenant Trans Mountain, et la ligne 3 d'Enbridge. À eux seuls, chacun, c'est juste pour produire le pétrole. En Alberta, les émissions vont augmenter l'équivalent de près de 5 millions de voitures pour alimenter le pipeline Keystone XL, 4 millions de voitures pour Trans Mountain ou Kinder Morgan, qui a été acheté par le gouvernement fédéral, et 3 millions pour la ligne 3 d'Enbridge. Donc clairement, si vous ajoutez près de 12 millions de véhicules, de voitures sur les routes, juste pour 3 projets en termes de pollution, mais clairement, on ne pourra pas atteindre nos objectifs, et c'est ça le problème actuellement majeur, c'est un des problèmes majeurs avec le gouvernement Trudeau. Et André en a parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, mais a décidé même d'acheter le pipeline Trans Mountain, un vieux pipeline qui a coûté 4,5 milliards au gouvernement fédéral. Il va falloir ajouter, il faudrait qu'il ajoute 10 milliards pour construire une expansion de ce pipeline-là. C'est le projet que le gouvernement Trudeau a en fait approuvé, non seulement, mais même s'est porté acquéreur pour qu'il le voit réaliser ce projet d'expansion de la production des sables bitumineux avec l'oléoduc Trans Mountain. Je pense que ça résume bien. Prochaine slide. Au point tel que vous avez maintenant des jeunes, entre autres Environnement Jeunesse, qui ont décidé d'amorcer des démarches juridiques pour poursuivre le gouvernement fédéral parce que c'est leur avenir qui est actuellement dans les mains du gouvernement qui ne livre carrément pas la marchandise. Regardons maintenant un petit peu au niveau du gouvernement du Québec. Bien, on a encore le même problème en fait. Québec n'est pas en voie de respecter ses objectifs, autant pour 2020 que 2030. À moins d'acheter plein de crédits d'émission pour des réductions qui auraient lieu ailleurs, comme par exemple en Californie. Donc, on n'a pas de plan au Québec pour atteindre notre cible de 2030. Clairement, on va la rater si rien n'est fait, entre autres parce qu'il y a eu beaucoup de gaspillage d'investissements à travers le fonds vert qui n'ont pas rapporté les réductions d'émissions de gaz à effet de serre que le gouvernement avait prévu, et aussi parce qu'il y a eu un manque clairement de volonté au cours des dernières années. Ce qui fait que si on regarde en termes de gaz à effet de serre, au Québec, le gros du morceau, c'est les transports, qui sont en augmentation, près de 45% de nos émissions dans le domaine des transports. L'industrie a quand même une bonne part. Le chauffage est non négligeable. Donc, considérez que l'ensemble des secteurs doivent être réduits. Mais si on compare, sur la prochaine acétate, vous allez voir, depuis 1990, qui est en bleu foncé, les émissions dans le transport ont augmenté, elles ont diminué un peu dans l'industrie pour diverses raisons. Dans le commercial, dans le résidentiel aussi, dans l'agriculture, c'est presque égal. Mais la différence majeure ici au Québec, c'est clairement une augmentation même des émissions dans le secteur des transports. Donc c'est la priorité, mais évidemment, il ne faut pas oublier les autres. Il faut réduire dans tous les secteurs. Et juste pour vous montrer l'ampleur de la différence, regardez en 90, la part des émissions dans le secteur des transports. Ça, c'est les véhicules automobiles, vous avez les véhicules légers également, les camions légers, les VUS entre autres, et le camionnage lourd. Donc, il y a eu une augmentation relativement importante au niveau du camionnage lourd, au niveau des camions légers, alors que les automobiles, il y a moins d'automobiles sur la route, donc c'est clairement un problème. Les véhicules sont plus gros et continuent à consommer beaucoup en termes de transport au Québec. Et là, on a un nouveau gouvernement, que vous avez probablement constaté, j'espère, le gouvernement de M. Legault, qui est arrivé, en fait, après des élections sans vraiment de plateforme environnementale, sans vraiment de plan, en fait, sans plan tout court. Et même, on est encore dans la phase de savoir qu'a proposé ce gouvernement. Évidemment, il a fait quelques gestes depuis son arrivée au pouvoir, vous allez le voir sur la prochaine acétate. Il a surprenamment dit, finalement, on ne va pas aller faire d'exploitation pétrolière gazière en Anticosti. Donc, c'était quand même une belle surprise pour un gouvernement qui était favorable avant. Vous avez aussi, même s'il dit, non, je ne suis pas intéressé par NRJS, le projet de pipeline de TransCanada. Donc, autre point surprenant, c'est pas super difficile de prendre ce genre de position-là, mais quand même, ils ont changé comparativement à leurs intentions en campagne ou avant les élections. Même que M. Legault a dit qu'il y a une urgence climatique, probablement inspirée par la municipalité qui avait déclaré l'urgence climatique, par les rapports également qui
le confirme. Donc on a un virage au niveau du discours, à tout le moins à ce niveau-là, de la part du gouvernement, comparativement à leur campagne électorale. Même les gaz de schiste, la porte a été fermée par M. Legault, chose qui n'avait jamais été faite avant son élection. Donc on voit, comme probablement pour plusieurs gouvernements, une ouverture à faire quelque chose dans l'environnement, ou du moins ils sentent la pression de la part, entre autres, de la mobilisation ici au Québec. Par contre, on se retrouve un peu dans la même situation, quoique différente, qu'on a avec M. Trudeau, qui a énormément d'incohérences. Donc on déclare l'urgence climatique, on dit qu'il faut agir, on met quelques mesures en place, mais en même temps, le gouvernement Legault est convaincu et veut absolument aller de l'avant avec l'extension du système autoroutier, avec des investissements massifs dans le dernier budget pour faire justement l'extension, la prolongation, l'élargissement d'autoroutes. Pensez au troisième lien, c'est un exemple classique, alors qu'on ne voit pas l'équivalent au niveau des transports collectifs, qui sont pourtant la priorité en termes d'investissement pour réduire les émissions au Québec. Aussi, on a un super projet, qui n'est pas le bon terme, mais qui se titre sous vos yeux, de gazoduc qui servirait à transporter et à augmenter la production de pétrole dans l'Ouest canadien à traverser le Québec, le projet gazoduc. Donc ce projet de gazoduc qui traverserait Abitibi jusqu'au Saguenay pour par la suite mettre sur des méthaniers, des grands bateaux pour exporter du gaz naturel liquéfié un petit peu partout sur la planète. Il y en a en tête qu'une très grande quantité de ce gaz-là est produit grâce à la fracturation hydraulique, donc c'est du gaz de schiste entre autres, ou de sources étanches, donc c'est du gaz beaucoup plus dommageable que le gaz qui historiquement le dit classique qu'on exploitait. Donc maintenant, ce sont des techniques beaucoup plus polluantes, beaucoup plus dommageables. Et M. Legault trouve intéressant ce projet qui, évidemment, ne cadre pas avec l'accord de Paris, avec ce qu'on doit faire en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a encore des projets aussi gaziers, entre autres beaucoup, dans le bas du fleuve. Galt est un autre exemple, qui sont incohérents lorsqu'on dit qu'on ne peut plus rajouter l'infrastructure pétrolière et gazière. Malheureusement, on a encore des investissements à travers même Investissement Québec et autres qui pourraient faire en sorte qu'on aurait de l'exploitation ou de l'exploration et exploitation pétrolière et ou gazière au Québec. Et la question du gaz naturel est non négligeable. Actuellement, on a une stratégie énergétique ou une politique énergétique au Québec qui ne prévoit pas de diminution du gaz naturel. Donc, on prévoit une diminution de la consommation de pétrole, mais le gaz naturel est vu comme étant une énergie de transition, alors que, encore une fois, si on regarde, c'est près de, et André, tu peux me corriger, mais c'est près de 70% probablement du gaz aujourd'hui, au moment où on se parle, au Québec, que ce qui provient de gaz de schiste. Donc, c'est du gaz beaucoup plus polluant, des fuites de méthane fugitive. Et en termes de gaz à effet de serre, c'est presque l'équivalent du charbon parce qu'il y a beaucoup d'impact lié à la production. Et actuellement, au Québec, ce qu'ils envisagent, c'est de l'expansion du système de distribution du gaz, de consommation de gaz, d'utilisation du gaz, même dans les transports, alors que ce ne sont pas des solutions intéressantes. Et juste pour vous rappeler, on se dit on est beau, on est vert au Québec, parce qu'on a de l'hydroélectricité entre autres. Bien, si tout le monde consommait comme les Québécois, ça prendrait 3 planètes Terre pour subvenir à nos besoins. Donc on a énormément de travail à faire en termes de consommation. On consomme trop, on consomme mal, et beaucoup de cette empreinte écologique, c'est lié à notre utilisation d'hydrocarbures, beaucoup de pétrole, beaucoup dans les transports aussi. Et lorsqu'on se compare avec le monde, vous voyez, la planète en entier consomme trop, entre autres en raison des pays industrialisés, mais on a quand même une empreinte encore plus grande ici au Québec, malgré qu'on se pense bien vers. Parlons solutions un petit peu. André les a abordées. On ne s'en sort pas évidemment dans des centres urbains, dans des villes où il y a la capacité, le transport en commun. C'est la solution prioritaire. Ce n'est pas la seule, mais c'est le meilleur moyen de réduire les émissions, de structurer notre société, de structurer nos villes et d'améliorer la productivité, le transport, la rapidité, diminuer la congestion. Donc, la priorité qu'on n'a pas vue dans le dernier budget, malheureusement, du gouvernement Legault. Et si vous comparez, vous allez me dire, ah ouais, je sais, mais c'est impossible, on ne peut pas faire ça, investir autant. Regardez l'Ontario. 76% des investissements dans les transports pour la prochaine décennie se font en transport collectif et 24% en transport routier. Et au Québec, c'est à peu près l'inverse. Donc, déjà, de prendre l'argent et d'arrêter de vouloir faire l'expansion du système routier, d'investir dans les solutions dans le transport collectif, eh bien, on arriverait à des résultats beaucoup plus probants. Donc, il y en a de l'argent, il faut choisir où on la met. Et actuellement, le Québec fait presque le contraire, en fait le contraire de ce qui est fait chez nos voisins en Ontario.
Évidemment, pour les banlieues, beaucoup de Montréal, entre autres, le métro également, ce sont des solutions intéressantes. Donc, d'électrifier également, vous pouvez avoir des trains électriques, vous pouvez avoir le métro qui est électrique. Le Québec a tout à gagner à faire ça. Et gardez en tête que 50% près des déplacements au Québec, c'est quand même dans des régions urbaines. Beaucoup dans Montréal, évidemment, mais dans des villes comme Trois-Rivières, comme Québec, comme Sherbrooke, comme Gatineau, même, il y a moyen d'avoir des projets structurants qui permettent justement d'améliorer la fluidité et le transport en général. Il y a aussi l'électrification des transports. Donc, ce qui est intéressant dans l'électrification, c'est si on électrifie le transport collectif. Et vous voyez, ça c'est en Chine. En Chine, écoutez, à toutes les 5 semaines environ, ils mettent plus de 9000 autobus électriques sur les routes. C'est énorme. Ici, on a de la difficulté à Montréal à avoir 3 autobus électriques. J'imagine à Trois-Rivières, il ne doit pas en avoir, malheureusement, 0. Scolaire, en effet, je viendrai un petit peu plus loin, scolaire. Donc, on ne pourra pas tout enlever les automobiles de la route. Il y en a 6 millions d'immatriculés au Québec. Donc, oui, faisons de l'électrification prioritairement dans les transports collectifs, mais aussi, il faudra en faire, et je vais y revenir par la suite, dans les transports individuels, parce qu'on ne pourra pas mettre tout le monde, malheureusement, dans les autobus en raison du grand territoire québécois. Et juste vous rappeler que ça, c'est pour une diminution de la consommation de 2 % de l'essence au Québec par année. On peut générer près de 40 000 emplois parce que c'est de l'argent qu'on dépense dans du pétrole, par exemple, qui s'en va à l'extérieur du Québec versus lorsqu'on garde cet argent-là dans l'économie québécoise. Donc, c'est aussi intéressant d'un point de vue financier, économique, création d'emplois, que d'investir dans les transports collectifs. Évidemment, on parle beaucoup de mobilité durable aujourd'hui. Donc, c'est un cocktail de transport, c'est pas juste une solution, c'est l'adéquation entre les différents modes de transport et ça va prendre de l'aménagement urbain. Ça prend également de l'aménagement qui permet de se déplacer, d'aller dans les commerces de proximité, d'avoir une densité urbaine, d'avoir un tissu social autour justement de centres urbains qui permettent aux gens de pouvoir se déplacer et de compléter le dernier kilomètre à pied avec des infrastructures adéquates, sécuritaires, agréables et un environnement de vie sain et beaucoup plus, je dirais, de qualité de vie également qui est bonifié. Et il faut toujours voir ça comme complémentarité. Hein. Donc vous avez les moyens, ici vous avez la marche, le vélo, l'autobus. Donc ces moyens-là doivent cohabiter de plus en plus dans les plans d'aménagement, dans les plans d'urbanisme des villes, dans les plans de déplacement. Et ça, c'est urgent au Québec de le faire parce que quand on investit dans les infrastructures, évidemment, ça reste longtemps en place. Donc chaque fois qu'on a à refaire des infrastructures, il faut maintenant planifier, avoir un plan global et s'assurer que ce qu'on va mettre en place, qui va rester pendant des décennies, va être adéquat par rapport aux technologies qui s'en viennent, mais aussi par rapport aux différentes alternatives qui existent déjà. Au niveau des transports, ça c'est les exemples, vous avez de plus en plus de logiciels de covoiturage, que ce soit dans les institutions, dans les entreprises, les municipalités, dans évidemment tous les organismes aussi qui permettent de ne pas être toujours en auto-solo. Donc déjà, si vous êtes 2 dans une voiture, au lieu de une personne solo dans sa voiture, vous réduisez de 50% vos émissions de gaz à effet de serre. De plus en plus, on voit des systèmes d'autopartage, donc autopartage électrique même de plus en plus. Il y a même des villes au Québec qui rendent disponibles leurs véhicules des villes pour qu'ils puissent être utilisés en autopartage à l'extérieur des heures de travail. Donc, lorsque la journée est terminée, le véhicule est disponible de la municipalité, même pour que les gens puissent l'emprunter. Donc, de plus en plus, on voit qu'il n'y a pas une nécessité d'avoir sa propre voiture ou d'avoir 2 voitures, alors qu'il y a d'autres moyens, justement, d'éviter que tout le monde ait 2 voitures dans son contrée. Et l'électrification, qui n'est pas parfaite, bien, il faut quand même en parler. Je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant l'électrification au Québec. Pourquoi, évidemment, on va le voir sur la prochaine acétate, vous avez, en termes de coût, ça c'est la diminution du coût des batteries. Donc, les batteries ont diminué de près de 80% depuis 7 ans, même un petit peu plus. Donc, les batteries coûtent de moins en moins cher, ce qui fait que les véhicules sont de plus en plus accessibles. En plus, il y a des aides actuellement financières de la part des gouvernements, autant fédéral que provincial. Et vous avez l'autonomie de ces batteries-là qui augmente. Des véhicules maintenant qui font 400 km, 350 km, 300 km, chose qu'on ne voyait pas avant. Donc, les obstacles principaux, le prix et l'autonomie des véhicules diminuent rapidement. En fait, donc ces obstacles-là deviennent de moins en moins importants. On a eu de plus en plus de systèmes de bornes de recharge publiques qui font en sorte que
les gens ont de plus en plus confiance, et avec raison, que c'est possible de s'acheter un véhicule et que c'est intéressant, même d'un point de vue financier, parce que vous économisez sur l'ensemble de l'utilisation de votre véhicule, sur l'essence, l'entretien, etc. En termes de gaz à effet de serre, on entend souvent parler, alors on sait, le véhicule électrique pollue. En effet, c'est pas une pomme qui pousse dans un arbre, c'est un véhicule électrique, ça prend des minéraux, beaucoup d'enjeux au niveau des métaux rares, entre autres, qui ont un impact évidemment au niveau de l'exploitation pétrolière, au niveau de l'exploitation minière, et il y a beaucoup à faire et à s'améliorer, entre autres au niveau des terres rares, à travers la planète là-dessus. Mais lorsqu'on regarde au niveau des émissions de gaz à effet de serre, au Québec actuellement, c'est un peu différent dans le monde, mais je pourrais y revenir plus tard. Eh bien, après 150 000 km, quand on compare un véhicule électrique versus un véhicule à essence, c'est une diminution de 65% des gaz à effet de serre. Après 300 000 km, c'est une réduction de 80% versus un véhicule à essence. Et ça inclut l'ensemble du cycle de vie. Donc, ça inclut les émissions à la production du véhicule, quand on le produit, les émissions lorsque le véhicule roule pendant sa durée de vie, et les émissions liées au recyclage. Donc, sur l'empreinte écologique totale des véhicules, vous voyez que le véhicule électrique est beaucoup plus intéressant en termes de CO2 que le véhicule à essence, le véhicule à moteur, parce qu'on ne consomme plus d'essence, et au Québec, parce qu'entre autres, l'énergie provient de sources renouvelables. Donc, oui, réduire nos transports, oui, mieux se déplacer, mais pour certains endroits au Québec, entre autres, il y a une réalité que les gens ont besoin de véhicules, parce que notre société est structurée comme ça, et que le véhicule électrique apporte une solution qui est complémentaire à d'autres solutions. On en parlait tantôt. C'est certain que dans un contexte québécois, quand on a Autobus Lyon qui fabrique des autobus, qui est un succès au niveau nord-américain même, ça ne fait aucun sens qu'on ait encore des autobus diesel qui soient mis sur le marché, qui soient subventionnés même à certains égards. Donc, c'est quelque chose à faire d'électrifier l'ensemble du parc d'autobus scolaires au Québec et faire en sorte que nos jeunes soient fiers aussi d'embarquer dans les autobus jaunes fabriqués au Québec qui n'émettent pas de gaz à effet de serre pour leur conduite. Et vous avez d'autres, évidemment, entreprises québécoises. Ça, c'est Nordressa à Laval qui produit maintenant un camion de livraison. Donc, de plus en plus, les petites livraisons ou les livraisons qui ne sont pas des grands camions de transport pour lesquels les solutions sont encore moins là. Mais on voit les alternatives qui commencent à sortir au Québec. Ça, c'est à Laval et c'est très intéressant pour différents types de véhicules. Vous en avez aussi, sur la prochaine étape, Lyon, qui est le même manufacturier d'autobus scolaires, produit maintenant un camion quand même 400 km d'autonomie, 100% québécois, qui permet de transporter des marchandises. Donc, il y a les solutions qu'on ne voyait pas il y a de cela pas si longtemps, dans les transports, on voit qu'elles existent et qui pourraient même être produites ici au Québec et qui fonctionnent, qui sont sur le marché actuel. Et vous l'avez évidemment pas juste dans le transport des marchandises, mais dans le transport de pour différents besoins, autant au niveau municipal, au niveau scolaire évidemment, mais aussi au niveau ambulancier et autres. On a cette plateforme qui peut être utilisée, qui peut être développée également au Québec. Évidemment, on n'est pas tout à fait rendu là au pick-up Tesla, mais de plus en plus, on en voit quand même qui pointent sur le marché de ces camions-là. Et ça, c'est une alternative aussi à voir, Ecotune, qui permet de convertir des véhicules à moteur, donc des véhicules à combustion, en véhicules électriques. Donc, ce n'est pas nécessairement juste l'achat de véhicules neufs, mais il faut aussi envisager cette option-là de faire de la conversion parce que, ultimement, il va falloir réduire rapidement nos émissions dans le transport, comme vous l'avez vu. Et ça existe, encore une fois, un produit, une invention québécoise qui fonctionne et qui gagne justement à être appuyé par le gouvernement pour qu'on tire profit, qu'on réduise notre consommation de pétrole. Transport lourd, ça reste un enjeu. Hein? On ne se cache pas, là, c'est encore difficile de réduire les émissions dans le transport. Donc, il faut penser aussi à la consommation qu'on fait, consommer des biens qui proviennent de moins et moins. Je parlais des 3 planétaires pour les Québécois. Mais évidemment, il y aura encore du transport de marchandises. Il faut tendre vers l'électrification. On voit certaines percées, entre autres, ça c'est en Suède, on a des cathéters. Vous avez d'autres véhicules comme Tesla, évidemment, qui s'en vient. Vous en avez de plus en plus qui réduisent leurs émissions par leur aérodynamisme, mais le transport de marchandises reste un enjeu majeur parce qu'on consomme de plus en plus. Et donc, il ne faut pas juste voir le camion en tant que tel, il faut voir quelle est la demande et comment nous on peut réduire cette demande-là
entre autres en travaillant sur l'achat de plus en plus local et éviter la surconsommation et des biens qui ne durent pas longtemps. Transport de train, vous voyez, ça c'est électrique, je pense que celui-ci est en Inde même. Donc, il y a des alternatives. Ici, on n'est clairement pas là encore, malheureusement en Amérique du Nord, mais il faudrait que ce transport-là se fasse de plus en plus par du transfert modal, donc de transporter ce qui est le plus performant, soit du transport électrifié par train. Mais malheureusement, on n'a pas encore de plan qui permettent de voir ça poindre, mais ça existe dans le monde, juste pour rappeler que l'Amérique du Nord n'est pas nécessairement le meilleur exemple actuellement. En fait, n'est pas le meilleur exemple, clairement, lorsqu'il est question de transport et de percées technologiques et autres. Une dimension importante à garder en tête, c'est que même si on travaille sur l'ensemble des transports, on ne pourra jamais rentabiliser les transports collectifs si on ne travaille pas sur l'aménagement urbain, si on ne fait pas de la densité urbaine, si on ne limite pas l'étalement urbain, parce que sinon, ça ne sera jamais rentable, ça va coûter trop cher, parce que vous n'aurez pas justement cette capacité d'avoir une masse critique de personnes qui puissent embarquer dans du transport collectif. Ici, vous avez des exemples de plus en plus qui se font dans les centres-villes, entre autres, la revitalisation des terrains contaminés qui sont remis en état et de faire en sorte que les gens puissent marcher, encore une fois, et avoir ce type de transport collectif à proximité. Donc, il faut s'assurer que les plans soient cohérents. Malheureusement, les villes, beaucoup, veulent développer, justement, veulent augmenter les retours sur les taxes en faisant de l'étalement urbain, alors que c'est exactement le contraire de ce qu'il faut qu'on fasse et qu'on préserve, entre autres, la proximité des cultures et de l'agriculture et des bonnes terres à proximité des villes. À ça se joignent aussi toutes les solutions dans les constructions, évidemment. Vous avez l'utilisation des matériaux, de plus en plus l'utilisation du bois qui permet de séquestrer également du CO2, qui permet justement de réduire l'empreinte écologique des buildings, des bâtiments, et qui peut être facilement juxtaposé avec un couvert végétal, on en parlait tantôt au niveau de l'école, de travailler sur les îlots de chaleur, donc de réduire la captation et l'absorption de la chaleur du soleil en augmentant le couvert végétal, en améliorant également la qualité de vie, la qualité de l'air pour les gens. Donc c'est de voir, oui, à l'aménagement urbain, mais également à l'urbanisme au niveau de l'architecture, entre autres des bâtiments, particulièrement les bâtiments publics, je dirais, et d'arriver aussi à avoir des normes de plus en plus sévères pour tendre vers cela rapidement. Quand je vous parlais tantôt du 1,5 degrés Celsius, je vous disais que ça va être extrêmement difficile de limiter 1,5 degrés Celsius. Dites-vous qu'on n'arrive pas au 1,5 degrés Celsius si on n'arrête pas la déforestation, si on ne protège pas les grandes forêts intactes, si on n'augmente pas le couvert forestier. Donc c'est une priorité. Au Québec, on a encore des enjeux majeurs alors que la forêt boréale, et ça c'est mondial, elle stocke davantage de carbone dans le sol que même les forêts tropicales. Donc c'est sûr qu'il faut conserver ce carbone-là, il faut même l'augmenter en augmentant le couvert, en augmentant les aires protégées. Au Québec, on n'est pas en voie de respecter entre autres le 17% d'aires protégées auquel on s'est engagé pour 2020. On est autour de 10% actuellement et on craint malheureusement qu'on n'arrive pas à ce 17%-là, qui n'est pas une finalité. 17% en 2020 d'aires protégées, il faut par la suite aller encore plus loin. Donc gardez en tête, la forêt, on ne s'en sort pas si on n'améliore pas les pratiques de coupe, si on ne protège pas les grandes forêts intactes, si on n'augmente pas le couvert forestier, ici autant au Québec, au Canada qu'à travers la planète. Une chose, quand je vous parlais des 3 planètes Terre, gardez en tête que ce qui est le mieux à faire toujours, c'est l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie. C'est là qu'il y a les plus grands gains potentiels en termes d'énergie. C'est là que ça coûte souvent le moins cher et c'est là qu'on a le moins d'impact environnemental. Lorsqu'on fait mieux avec la même quantité d'énergie, lorsqu'on isole entre autres les bâtiments, lorsqu'on crée des chantiers d'amélioration de l'efficacité énergétique à travers tout le Québec, de rénovation éco-énergétique. Donc on améliore également le portefeuille des gens. Il faut toujours commencer par aller chercher les kilowatts le plus possible au niveau de l'efficacité énergétique. Et au Québec, malheureusement, on n'en fait pas encore assez, entre autres parce que c'est pas dans la culture d'Hydro-Québec dans le passé. Ils font toujours le minimum alors qu'il y a un potentiel énorme. On parle dépendamment des études de 2 à 3 rivières romaines en termes d'économie d'énergie qu'on pourrait aller chercher au Québec et qu'on ne fait pas, malheureusement, et qui coûterait bien moins cher que développer n'importe quoi d'autre. Solaire, éolien, barrage, on n'en parle pas parce que André et moi, on s'entend là-dessus, on pense que c'est complètement une lubie que de vouloir construire de nouveaux barrages au Québec.
2023, ils disent environ Hydro-Québec, où le solaire va être compétitif, certains disent même avant, avec les coûts de l'hydroélectricité et de notre électricité. Pourquoi? Vous voyez l'augmentation de la production au niveau mondial, c'est presque exponentiel. Ça coûte moins cher de produire maintenant de l'électricité à partir du solaire qu'à partir du charbon dans plusieurs pays à travers la planète. Et les prix ne cessent pas de diminuer. Donc, de plus en plus intéressant et potentiellement bientôt au Québec à suivre aussi. Et c'est la même chose au niveau de l'éolien. Donc, vous avez une augmentation exponentielle parce que les éoliennes sont de plus en plus grandes, sont de plus en plus performantes. Donc, un coût de revient encore moindre dans plusieurs pays que l'utilisation des combustibles pour produire de l'électricité. Donc, non seulement des investissements records aussi au niveau international. Malheureusement, ce n'est pas encore assez vite comparativement à ce qu'il faut qu'on fasse, mais on voit clairement une tendance à l'augmentation de la production à partir des énergies renouvelables. À ça se joint souvent de plus en plus la capacité de stockage. Vous avez une éolienne qui ne tourne pas tout le temps parce qu'il ne vente pas toujours. Vous avez de l'énergie solaire qui est produite pas toujours parce que, évidemment, il y a la nuit et par conséquent, vous n'avez pas la production d'électricité. Mais de plus en plus, on voit des capacités de stockage, donc de mettre l'énergie dans des gigabatteries et certaines sont même distribuées à travers différentes maisons, par exemple, pour relayer par la suite cette énergie-là dans le système et faire en sorte qu'on est capable d'avoir accès à l'électricité. Gardez en tête qu'il y a près d'1 milliard d'êtres humains actuellement qui n'ont pas accès à l'électricité sur la planète. Donc, il faut leur donner de l'accès à l'électricité. Et comment le faire? C'est clairement pas à travers les énergies fossiles. Géothermie aussi, dont on parle peu, utiliser la chaleur du sol pour diminuer les coûts de chauffage, près de 60% d'économie potentielle au niveau des coûts de chauffage avec la géothermie, qui peut servir aussi à climatiser pendant l'été. Et ça, c'est un autre exemple de panneaux solaires. Ça, c'est Tesla qui propose. Donc, vous avez de plus en plus de percées au niveau de l'autoproduction, au niveau d'avoir des bâtiments à net zéro émission ou à énergie zéro qui produisent même plus d'énergie qu'ils en consomment. Pour le gaz naturel, on en parle souvent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour, par exemple, les grandes industries qui, à court terme, n'ont pas la technologie pour électrifier leurs procédés, par exemple? Mais de plus en plus, on voit la production de biométhane, donc produire du méthane, c'est du gaz naturel, en fait, à partir du gaz renouvelable, devrais-je dire, le gaz naturel renouvelable, à partir des résidus de terre, par exemple, des résidus agricoles, donc de la matière organique qu'on utilise, il y en a à Saint-Hyacinthe, biométhaniseur, qui permet de produire du compost, mais aussi, lors de cette production de compost, il y a dégagement de méthane qui est capté, qui peut être utilisé comme alternative, comme énergie renouvelable, pour justement déplacer des carburants fossiles, comme le gaz, par exemple, qui vient beaucoup de gaz de schiste, comme je vous disais tantôt. Même chose au niveau de la consommation. Pensez que, évidemment, il faut tendre vers le bio, il faut tendre vers le local, d'avoir des serres qui permettent un approvisionnement local plus long que notre production estivale au Québec, ou essentiellement estivale. Ça, c'est un exemple qui existe, d'avoir en tête que l'agriculture, autant urbaine que de proximité, doit être développée, se fait de plus en plus dans le monde. Il y a évidemment toute une question de souveraineté alimentaire, une question d'économie locale aussi, et de balance économique pour laquelle c'est intéressant ce type de projet. Candiac, produire sur les toits d'énergie solaire, pourquoi pas, ça se fait déjà. Vous avez justement des jardins solaires, donc même de produire des aliments sur les toits, de produire de l'électricité. C'est le genre de projet qu'on voit de plus en plus arriver. Ça prend de la vision, par contre, autant au niveau municipal, évidemment, qu'au niveau des promoteurs, et surtout imposer et se laisser inspirer par les meilleures pratiques. Il y a un enjeu, et le Guide alimentaire canadien, le nouveau, en parle d'une certaine manière, mais de plus en plus, on parle de consommation de viande. Pourquoi? Bien, vous allez voir sur les prochaines acétates, il y a évidemment un impact relié au bétail à travers la planète qui, s'il n'est pas adressé cet enjeu-là, bien, il va devenir un problème majeur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est déjà un problème majeur. Si on regarde sur la prochaine acétate, vous voyez actuellement, près de 52, en fait, à la tendance actuelle, on va être à près de 52% des émissions mondiales en 2050 vont provenir de l'agriculture et la grosse partie, 70%, c'est en lien avec le bétail. Donc, on consomme de plus en plus de viande à travers la planète, qui demande de plus en plus de céréales pour être nourris, qui ont de plus en plus un impact environnemental. Ça, c'est 52%. Si on ne fait rien en 2050, ça va être les émissions
reliés à l'agriculture sur la planète. Si on regarde sur la prochaine étape, actuellement, au niveau du bétail, c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre mondiales reliées au bétail. Donc, il y a un impact particulièrement la viande rouge, évidemment. La viande bovine, c'est celle qui a le plus gros impact environnemental. Et ça, c'est autant en termes de gaz à effet de serre que tous les transports combinés, là, que véhicules légers, camions, avions, trains, bateaux, pour actuellement le bétail. Donc, clairement, et on est des grands consommateurs de viande en Amérique du Nord, on n'a pas à devenir tout le monde végétarien demain, mais si on ne voit pas cet enjeu-là, ce qui est à peu près le plus facile à changer dans votre vie, réduire votre consommation de viande, ne serait-ce que quelques repas, ben, on va peut-être justement éviter d'arriver à 50% des émissions en 2050 en provenance de l'agriculture. Évidemment, ça prend des gouvernements qui ont de la vision proactive. Vous voyez les enjeux de plastique actuellement. L'Union européenne, il y a à peine 2 semaines, a décidé qu'en 2021, ça arrive quand même rapidement, elle va bannir plusieurs produits à usage unique. Pensez à des fourchettes, à des couvercles, à des assiettes qu'on retrouve un petit peu partout, à des tasses. Donc, qui va faire en sorte que par la législation, on va réduire l'empreinte environnementale, on va réduire évidemment les impacts sur le terrain de cette réalité du plastique qu'on voit un petit peu partout maintenant sur la planète. Autre chose facile à faire pour les gouvernements, arrêter les subventions aux combustibles fossiles. Ça a l'air complètement de base, mais ça fait 10 ans que les gouvernements au Canada disent qu'ils vont cesser de financer l'industrie pétrolière et gazière, de donner des subventions. On est encore à 1,6 milliard actuellement qu'on donne à l'industrie au niveau du fédéral. Au provincial, c'est 300 millions qui vont en subvention pour les hydrocarbures. Donc imaginez, cet argent-là, ce sont des exemples qui ne sont même pas environnementaux. Si on cesse de financer le problème et on utilise cet argent pour les solutions, pour d'autres enjeux sociaux pour lesquels nos gouvernements, malheureusement, manquent encore d'argent de manière criante, devrais-je dire. Autre enjeu, simple à faire, tranquillement, ça commence à bouger, mais la Caisse de dépôt et placement du Québec, encore près de 18 milliards actuellement d'investis, pétrole, gaz, charbon, pipeline, de sable bitumineux. Donc évidemment, quand on fait face à une crise climatique, la première chose à faire, c'est de mettre cet argent-là dans les solutions. Vous en avez vu quelques-unes, mais il faut s'assurer que notre bas de laine soit cohérent avec l'accord de Paris, avec ce que la science nous dit qu'on doit faire en termes de réduction de gaz à effet de serre. Et malheureusement, ça commence à bouger. En fait, heureusement, ça commence à bouger, mais malheureusement, pas encore assez vite du côté de la Caisse de dépôt et placement. Juste pour vous dire, on peut créer, pour le même dollar investi dans les énergies renouvelables, 6 à 8 fois plus d'emplois que dans les combustibles fossiles. Donc, c'est aussi intéressant d'investir à la bonne place pour la création d'emplois. Et vous avez, je vais vous laisser là-dessus, quand même une mobilisation au Québec qui est assez impressionnante actuellement. Ça, c'est la planète s'invite à l'université, les jeunes qui ont décidé de se lancer, d'appuyer le mouvement mondial de grève sur le climat. Vous allez le voir sur la prochaine étape. Ils ont lancé ça, c'était quelle date? 12 février à Montréal, un mois plus tard. Et en fait, en même temps, sur la prochaine étape, il y a des jeunes du secondaire, sont rendus à la 8e semaine de suite qui font la grève pour le climat ici au niveau international. Ils sont rendus, je pense, à la 32e semaine en Europe qui ont lancé ce mouvement-là. De jeunes qui disent ça ne me donne rien d'aller à l'école si on ne fait rien pour la planète. Donc, et ça, c'est au Québec, encore une fois, qui sont là pour sortir donc, du leadership de la part des étudiants. Et le 15 mars dernier, il y avait, sur la prochaine étape, plus de 1200 événements. En fait, plus de 2000 événements, dans 120 pays. Donc, ce sont des étudiants qui ont fait des grèves pour le climat partout sur la planète le 15 mars dernier à Montréal. Vous allez le voir sur la prochaine acétate. Ils étaient plus de 100 000, 150 000, selon certaines évaluations. Ça, c'est sur Berry. Donc, on a des étudiants qui commencent justement à revendiquer, à sortir dans la rue. Ils ne sont pas seuls, hein, vous allez voir. Il y a aussi un mouvement social. Celle-là, je vais la passer, même si je la trouve drôle. Vous la verrez. André parlait des 320 municipalités, donc plus de 320 actuellement. Je pense que c'est plus de 7,4 millions d'habitants maintenant qui sont représentés par ces municipalités qui ont déclaré l'urgence climatique. Il faut qu'évidemment mettre des plans maintenant et des chantiers en place. Mais la déclaration d'urgence et la QLPA sont là justement pour outiller les municipalités et vous outiller pour aller dans vos municipalités pour exiger de la cohérence. Une fois qu'une municipalité a adopté une déclaration d'urgence climatique, il faut qu'elle soit cohérente dans ses propositions, dans ce qu'elle met en place comme politique publique. Vous avez aussi le PAC, en fait, ça c'était 50 000 personnes dans les rues de Montréal le 10 novembre dernier, organisé par des citoyens, un mouvement qui s'appelle La planète s'invite au Parlement.
qui ont mis 50 000 personnes dans la rue. C'était la plus grosse manifestation citoyenne, clairement. Ce même pas des ONG qui organisaient. Vous avez aussi le Pacte pour la transition qu'on va voir également sur la prochaine acétate. Maintenant, on est à près de 270 000 personnes qui ont signé le Pacte pour la transition. Donc, je vous invite à aller le voir. Ce sont des engagements personnels, mais aussi des demandes pour le gouvernement. Donc, moi, je fais ma part, je réduis mes émissions de consommation de pétrole, de plastique, mon alimentation, etc. Mais je demande aussi au gouvernement d'être cohérent et de mettre des mesures en place. Donc, c'est une initiative qui, en 6 mois, a ramassé plus de signatures que n'importe quelle autre pétition environnementale, et tu me corriges, André, si je me trompe, au niveau des changements climatiques au Québec. Je vais passer ça, la prochaine aussi. Et peut-être pour les étudiants qui avaient tantôt, gardez en tête qu'il y a aussi le pacte à l'école, donc des initiatives pour que les institutions scolaires soient cohérentes dans leur méthode, autant d'approvisionnement, dans leur manière d'enseigner également. Donc, il y a des tournées de conférences, il y a plein de choses qui se passent. Il faut absolument passer par l'école et soutenir les étudiants et que les administrations soient cohérentes. Et je vous dirais peut-être 2 rendez-vous à mettre à votre agenda. Le 22 avril prochain, Jour de la Terre, il y a des jeunes qui vont aller encercler l'Assemblée nationale. Vous allez trouver ça sur le Greenpeace et autres. Jour de la Terre, plusieurs organisations sont là. Les planètes s'invitent au Parlement, les planètes s'invitent à l'université. Et il y aura par la suite aussi le 27 avril à Montréal, mais aussi dans plusieurs autres endroits, encore une fois, une grande manifestation qui est organisée dans le cadre de la Semaine de la Terre. Donc vous avez plusieurs activités, il y en a une le 22 que je vais vous présenter, plusieurs autres activités à travers le Québec et encore une fois, vous pouvez vous impliquer. Donc soyez au courant si vous voulez vous venir au courant, ça c'est notre site. Vous allez dans la section Agir, il y a différentes manières de vous impliquer, bénévoles, juste être tenu au courant des différents événements de mobilisation, de signer évidemment des pétitions, d'aller plus loin dans votre engagement, de devenir des ambassadeurs ou autres, de nous soutenir financièrement, de soutenir d'autres organisations, de vous impliquer d'un point de vue local. Donc, on est là pour vous aider aussi. Agir. Merci. Merci bien, Patrick. Écoute, maintenant c'est le temps de la période de questions, fait que j'inviterai les gens à se diriger dans les allées. Je crois qu'il va y avoir 2 micros de disponibles. Et André Bénil et Patrick pourront répondre à vos questions.